Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour un nouvel épisode des Actu Web du SEO Camp. Aujourd'hui, à mes côtés, David. Bonjour David. Salut Christophe, salut tout le monde. Baptiste. Salut Salut. Baptiste. Ça va? Salut Patrick. Salut. Bonjour Abdel. Hello Christophe, salut l'équipe. Et pour sa première avec nous, bonjour Stéphane. Salut tout le monde. Merci à tous de nous suivre encore cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît et à activer la cloche, comme dirait mon ami Patrick. Alors, cette semaine, de nombreux sujets. On va commencer un petit peu par faire un petit point sur le calendrier SEO du mois. On va parler de la CNIL, on va parler des noms de domaine avec les concentrations en cours, on va parler de nouveautés dans le crawl de Google, on va parler des impacts du Covid sur les publicités en ligne, on va parler de notre ami Donald, une fois n'est pas coutume. On va parler rapidement d'une nouvelle école dont Stéphane va nous parler. On parlera dès l'actu des grands e-commerçants Amazon et Discount. Et on finira par une petite conclusion, un dernier sujet sur le CES de Las Vegas. Alors, première petite chose dont on va reparler, c'est l'activité... les événements du mois, parce que c'est un mois qui va être chargé en événements SEO. Donc avec déjà un premier événement, je reprends mes petites notes, le 19 et 20 janvier, l'événement Big SEO organisé par Cybercité. Puis en fin de mois, le 28 janvier, 2 events, donc en même temps, le Wheel of Speed d'un côté, sur toute la partie performance web, et le SEO Garden Party organisé par Links Garden, le 28 janvier aussi. Donc un mois chargé avec de belles conférences à venir. Je crois que Patrick, tu es animateur pour la Garden Party, de la SEO Garden Party. Et je crois que David, tu seras aussi, toi, intervenant. C'est ça, on peut rajouter mardi, je crois qu'on peut encore s'inscrire, le webinaire SEMJ, en partenariat avec SEO Camp, donc qui est gratuit, qui a l'air très intéressant. Donc voilà, beaucoup d'événements effectivement. Ouais. Pour info, le webinaire SEMJ, donc c'était suite au SEO Camp, où ils n'avaient pas pu faire un atelier avec les conditions de Covid, etc. Et donc, il leur a été proposé de faire un rattrapage en ligne. Voilà. C'était petit disclaimer. Allez, super. On attaque sur nos actus, nos sujets de la semaine. Et on va commencer par parler de la CNIL. Donc, il y a pas mal de choses qui bougent là en ce moment au niveau de la CNIL. Donc, de nouvelles obligations, notamment, qui ont été enfin cadrées par la CNIL là en fin d'année. Les obligations par rapport aux cookies. Donc, avec l'obligation pour tous les sites internet, normalement, d'afficher une petite barre d'acceptation des cookies avec un bouton tout accepter, tout refuser ou un bouton configuré pour choisir. Et je crois aussi que Baptiste, tu as vu passer d'autres infos par rapport à la CNIL ces derniers jours. À la CNIL, ouais, c'était une info que je partageais comme ça rapidement. En fait, c'était la CNIL en Italie, en fait, qui était en train de claquer des dents par rapport à WhatsApp et à la récupération des données vers Facebook plus en masse. Voilà, mais ça rejoint un petit peu ce dont va parler Patrick tout à l'heure. En fait. Alors Patrick, dis-nous un petit peu, tu voulais nous parler de Dark Pattern. Oui, l'un des points qui ressort de cette mise à jour, on va dire, pour la CNIL, c'était le côté vraiment que tous les boutons soient identiques. Et ça fait appel à une notion d'UX que certains d'entre vous connaissent peut-être, qu'on appelle les dark patterns. Il y a eu un article qui est sorti sur Amazon qui était très intéressant sur comment est-ce qu'ils utilisent des dark patterns pour augmenter leur chiffre d'affaires. Pour ceux qui ne connaissent pas, les dark patterns, en fait, c'est, vous connaissez tous le concept de call to action primaire, qui est le truc qui vous incite à cliquer. Souvent, des fois, on a le bouton le plus mis en avant, c'est pas celui qui est censé intéresser l'utilisateur, c'est celui qui intéresse la boîte qui propose le bouton. Et donc là, la CNIL a dit, maintenant, faut que les 3 boutons de choix, ils soient identiques, ce soient les mêmes, et arrêter d'influencer les utilisateurs dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'est un sujet pour ceux qui aiment bien l'UX et le taux de clic qui est intéressant à creuser au-delà de l'aspect CNIL. Voilà. Ok, d'autres retours, messieurs, sur cette partie CNIL et les obligations. On sait que c'est pas trop suivi Moi, dans la pratique. Mais... un commentaire, éventuellement.
Vas-y, David. Alors, c'est soumis à votre avis. Je pense que on a un vrai problème au niveau des décideurs à la CNIL parce que c'est des gens qui sont dans le droit, les libertés publiques, des sénateurs en fait, mais qui ont vraiment des difficultés à s'adapter aux usages d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression que si on est dans un monde fermé, toutes ces réglementations sont intéressantes parce qu'elles protègent éventuellement l'utilisateur, même si on ne les sent pas très, très au point. Mais comme on est finalement dans l'Internet ouvert, ça met des contraintes sur nos entreprises françaises, ça nous fait baisser notre compétitivité et finalement, ça ne protège pas l'internaute parce qu'on peut finalement obliger que les entreprises françaises à respecter les réglementations qui sont multiples et qui sont très contraignantes. Et finalement, tu utilises un site canadien, belge ou je ne sais pas quoi, ou slovaque ou russe, et l'utilisateur, il va pas être davantage protégé. L'Internet français, c'est quoi quelques pourcents de ce que les Français visitent. Donc moi, j'aime pas les recommandations. Alors après, juste pour compléter ce que tu dis un peu, David, pardon, les recommandations de la CNIL, c'est quand même basé en grande partie sur le RGPD, qui est quand même un règlement européen. Ouais. Mais viens en Espagne et tu vas voir comment c'est appliqué. C'est-à-dire que nous, on a des contrôles tout le temps, on a des amendes en permanence. Et je dirais que la France, c'est vraiment le seul pays qui impose autant d'obligations et qui a un effet exécutoire. Dans pas mal de pays européens, la Slovaquie, c'est l'Union européenne aussi. Je peux t'assurer que les réglementations sont beaucoup moins appliquées et moins strictes. Moi, juste pour rebondir sur ça, Christophe et David, il y avait un truc que j'ai remarqué, parce que je suis en plein dedans actuellement, je suis en train de bencher un peu les acteurs qui sont des tiers de confiance justement pour venir stocker nos cookies. Et ce que je remarque essentiellement, c'est que là, il y a une fluctuation des tarifs qui s'effectue chez la plupart de ces boîtes-là. Donc, je pense qu'ils sont vachement aux aguets sur l'actualité et je pense que là, pour le coup, ils se disent qu'il y a un réel business. Et au-delà de ça, ce que je remarque, c'est que si on suit à la lettre, finalement, l'application en tout cas, les recommandations de la CNIL telles qu'elles sont exposées sur leur site internet, finalement, on arrête de faire du tracking tout simplement. Et ça, c'est un peu problématique parce que si on écoute la CNIL, il faudrait utiliser Piwik ou Matomo, des solutions qui, oui, nous permettent de traquer, mais en l'occurrence, ne font pas totalement le job quand on sait que finalement, on est e-commerçant et qu'on a, par exemple, des régies comme Facebook Ads, comme Google Ads qui sont connectées. On a forcément besoin d'un Google Analytics et de base, un Google Analytics, en l'état, il n'est pas RGPD. Donc ça, c'est important de le souligner. Ce qui est aussi problématique, c'est cette approche-là de se dire maintenant, on nous met un peu le couteau sous la gorge parce que le mois de mai, c'est demain. Et de se dire que tu as des grosses boîtes qui vont devoir finalement faire, on va dire, cette transition assez rapidement. Moi, je pense que ça va se faire dans la douleur, mais surtout, peut-être pas réellement comme il faut aussi. Donc, à voir la suite des opérations. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Abdel, on a eu l'occasion d'en parler tous les deux. On a vu aussi que Google Analytics prend compte cela avec son nouveau Google Analytics 4, puisqu'on sait déjà qu'aujourd'hui, les cookies n'ont pas plus d'une durée de vie de 24 heures sur un Safari, sur un Firefox. Bon, est-ce que la promesse de Google Analytics 4, elle tient la route aujourd'hui, d'après toi, ou d'un monde, entre guillemets, sans cookies? Non, pour moi, on n'est pas encore au point sur les deux aspects. On l'a vu sur d'autres sujets, sur l'aspect tracking pur, sur l'aspect aussi attribution des conversions, ce genre de choses, on est encore loin du compte. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on est encore dans on sort d'une phase de bêta et puis voilà. Et puis moi, je travaille avec des grosses agences quand même qui sont dans le tracking. Et quand même, dans la globalité, ils sont encore assez réticents à passer sur GA4. Ils gardent, on va dire, ce nouveau GA4 comme collecteur de données, mais sans réellement faire un plan de tag qui va avec et déployer ça sur un site en prod. Moi, en tout cas, je ne le ferai pas. On est d'accord. Ok, allez, on ferme ce volet CNIL, tracking, cookie, et on va reparler un petit peu de nom de domaine avec toi, David. Tu as pu constater encore cette semaine d'importantes concentrations dans ce domaine-là. Alors voilà, c'est intéressant parce que c'est dans les noms de domaine que ça s'opère parce que c'est un secteur où on était très atomisé et du coup, il y a beaucoup de fonds de pension. Aujourd'hui, vous savez, les fonds, ils ont beaucoup d'argent, mais il n'y a pas d'opportunité de placement. Il y a
les taux d'intérêt sont très bas, la bourse est incertaine. Donc, du coup, ils viennent sur des entreprises et les registrars, alors tout le monde connaît OVH, Gandhi et compagnie, mais le numéro 1 des registrars en France pour les grands comptes, je pense qu'on est d'accord, si vous avez une grande entreprise, vous n'allez pas chez OVH, il y a trop de risques, enfin les L'Oréal, etc. Ils vont chez les registrars grands comptes. Et le numéro 1 français vient de se faire racheter par un fonds. Donc, ce n'est pas une grosse somme, hein, ça a été 4 millions de dollars, mais ce sont des grands conglomérats qui rachètent tout le monde. Et ça n'arrête pas. GoDaddy, vous les connaissez, je pense, Donuts, etc. En fait, c'est juste des entreprises financières hein, qui derrière deviennent gigantesques. Et je pense que le SEO va être impacté prochainement parce qu'on n'est pas très gros, mais Eskimos est déjà en train de se structurer. Et ça, c'est typiquement des proies pour les fonds de pension. Donc, je ne connais pas les projets d'Andrea Ben Saïd, mais à mon avis, ils sont en train de grossir, ils sont en train de se faire connaître, ils sont en train d'avoir de la valeur sur le marché. Et derrière, il y aura un fonds qui va les acheter, qui va les revendre. C'est une grosse tendance dans le web actuellement. Donc, ça s'appelle Safe Brands. C'est une très belle entreprise qui vient de passer donc, sous la domination d'un fonds britannique. Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire, ces idées de concentration dans le monde des noms de domaine, mais du SEO? David, tu disais que toi, tu imaginais certaines choses. Stéphane, tu en penses quoi, toi, de tout ça? Tu as des idées là-dessus? Non, bah moi c'est quelque chose que je découvre aussi, hein, puisque moi je ne suis qu'un trouveur de solutions autour des métiers du handicap, donc c'est moins mon cœur de métier, mais je pense que mes consultants et mes prestataires seraient très à même d'avoir une opinion, peut-être un peu moins me concernant, mais voilà, je regarde ça d'un œil extérieur et je trouve ça passionnant ce qui est en train de se passer. Je suis à la fois content aussi pour le web français parce que les choses bougent enfin sur le territoire français, et effectivement, je pense qu'il va y avoir des révolutions qui vont arriver, mais quid de l'avenir, tout simplement, quid de l'avenir. Ça marche. Je pense que c'est un peu la même logique, Christophe, que ce qu'on voit dans le monde des startups. En général, quand un marché émergent commence à se structurer et à mûrir, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal d'acteurs qui commencent à fusionner entre eux ou d'autres gros acteurs qui rachètent des outsiders ou des nouveaux venus qui sont prometteurs. Je pense sur des sujets, on avait parlé, Slack chez Salesforce par exemple ou d'autres choses. Et puis ce qu'on voit assez fréquemment dans le monde de la startup, maintenant on y arrive forcément dans notre secteur parce qu'il faut pas oublier qu'on n'a peut-être pas une grande visibilité du digital, mais on est quand même un acteur prépondérant en termes d'acquisition, et de ce fait, il serait logique qu'à un moment donné aussi, finalement, le marché du SEO vienne à se solidifier, à mûrir, entre guillemets, au niveau des acteurs. Et pour moi, ça me semble logique, en fait. C'est la suite de ce qui devrait se faire, quoi. Ok. Patrick, une petite remarque là-dessus. Toi, on sait que tu es aussi éditeur d'outils. Est-ce que c'est des choses que toi, tu as dans ton radar, par exemple? Typiquement, moi, sur l'outil que j'ai sorti, il n'y a pas une velléité de l'avoir sorti, tu vois, pour revendre, clairement. C'est plutôt on va dire un flagship pour nous. Mais le côté de concentration, c'est une démarche capitaliste classique, hein. On voit bien que Google, à un moment donné, a créé Alphabet pour pouvoir absorber tout un tas de sociétés, et que la vraie société mère, c'est Alphabet, c'est plus Google. Et ça regroupe plein de choses. On avait même vu avec Boston Dynamics qui faisait du robot. C'est un peu loin de l'activité de moteur de recherche à la base. On l'a vu il y a 2 ou 3 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, avec le rachat de Darty par la Fnac. Sur l'e-commerce, on est sur de la consolidation d'acteurs. Plus récemment, cette semaine, on a eu un sujet semaine dernière, vu qu'on sera diffusé lundi, la partie du coup c'est Couche-Tard, si je dis pas de bêtises, l'acteur canadien, qui fait une offre d'achat, alors amicale comme ils disent, sur Carrefour. Voilà. C'est la démarche de consolidation des acteurs, c'est un grand classique dans le capitalisme, et aujourd'hui on est dans une société capitaliste, donc ça arrive à tous les niveaux, que ce soit le service petit à petit, quoi. C'est dans l'ordre des choses, on va dire. Après, chacun a son point de vue, mais c'est logique que ça commence à se profiler. Voilà. Ok, ça marche, Patrick. Alors, cette semaine, toi, je te laisse la main, Patrick. Tu as vu passer une révolution dans le crawl de Google, ou pas?
Ou pas. J'aime bien me faire l'avocat du diable. On a vu la sortie, vous avez commencé à recevoir des notifs normalement côté Search Console sur HTTP2. Bon, HTTP2, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le côté de pouvoir télécharger plusieurs ressources en parallèle. Donc, pour un utilisateur humain, aujourd'hui, mettre votre site en HTTP2, c'est hyper important parce que du coup, il va pouvoir, en même temps qu'il télécharge le HTML, commencer à télécharger plusieurs fichiers CSS, images, JS, etc. Donc, pour le WebPerf utilisateur, c'est hyper important. Pour Google, est-ce que c'est vraiment utile? Je suis pas sûr, parce que globalement, quand on regarde les crawls de Google, alors bien entendu, je demande qu'à me tromper et que ça évolue, mais Google, les 3/4 du temps, la seule chose qu'il vient faire, c'est récupérer le HTML. Et cette parallélisation, elle se fait vraiment par page téléchargée. Donc globalement, tant qu'il vient voir que le HTML, si à chaque fois il vient pas charger le HTTPS, le JS, pardon, et le CSS, en vrai, ça change rien. Donc, à voir ce que ça va donner pour la suite. Peut-être que c'est une volonté de Google de plus interpréter les sites en JS, mais dans ce cas-là, je leur souhaite bien du courage niveau consommation de ressources, d'interpréter du JS, des CSS et des images à chaque page. Je suis pas sûr que ça soit leur volonté. Ça, c'est un parti pris qui n'engage que moi. Voilà. Donc, à voir dans le futur. En l'état, on est peut-être plutôt sur un truc qui est là pour faire peur et vous inciter à vous bouger. On se rappelle, migrez tous en HTTPS, sinon votre site ne se positionnera pas. Faites pas de lien, ça sert à rien. Voilà. En l'état, pour moi, on est de l'ordre de ce registre-là. Voilà. Après, pour vos utilisateurs, si aujourd'hui vous n'êtes pas en HTTP2, changez de métier, les gars. Il faut être honnête. Si vous le faites juste pour Google parce que vous pensez que votre site va se planquer, c'est que vous n'avez pas compris l'équation, quoi. Voilà. Mais est-ce que ça va changer quelque chose à votre site? Je suis pas sûr en termes de ranking. Voilà. Ça, et derrière, oui, il y avait un autre truc pour moi ou pas, Christophe? J'ai un doute. Sur la Search Console, non, je crois que c'était tout ce qu'on avait. Je ne sais plus si on l'a prévu dans le planning, mais vous avez dû voir l'actu cette semaine Search Console, le côté d'enrichissement du rapport entre les news et Google Actu. Voilà, exact. Qui vient se rajouter dans la Search Console et du coup, ça vous permet d'avoir plus d'infos et attention à ne pas confondre les deux. Je ne vais pas redévelopper le sujet, ça a été amplement fait sur Twitter. Hein. Google Actu, Google News sont deux choses différentes. Voilà. David, tu voulais compléter? Donc, moi, j'ai l'excuse de ne pas être du métier. HTTP2, concrètement, comment je l'implémente et tout, parce que je pense qu'il y a des gens qui techniquement sont aussi mauvais que moi. Donc, qu'est-ce que ça change pour nous en tant qu'éditeur un peu Moi, je suis resté au Web 0.1, donc il faut que tu m'aides. Alors, le HTTP2, c'est simple. Si tu es sur un mutualisé, globalement, tu n'as rien à faire. Hein. C'est soit il est activé, soit il ne l'est pas. Si tu es sur un serveur que tu gères toi, il faut que tu l'actives. Donc, ça va se faire, c'est du module Apache au niveau du vhost que tu vas le mettre en place. Et même pour le coup, si tu as du HTTP2, HTTPS, tu peux même faire du HSTS. Voilà, comme ça, pour ceux qui sont en train de faire un bingo bullshit, vous pouvez cocher cette case-là. On aurait dit RGPD, HSTS, on est bien là. Voilà, c'est assez simple. C'est 2-3 lignes de config dans un vhost si tu as un serveur dédié. Si tu es sur du mutualisé, globalement, c'est ton éditeur qui l'a appliqué lui et tu n'as rien à toucher, quoi. Voilà. Et c'est un truc qui existe depuis un petit moment. Là, on est même en train de parler d'HTTP3 maintenant. Donc, si tu es en mutualisé, en fait, tu l'es déjà depuis un petit moment, sauf que tu n'avais pas fait attention parce que c'est pas ton cœur de spécialité. Voilà. Ouais, clairement, tu n'as pas à t'inquiéter au niveau de ton site, c'est vraiment au niveau de ton hébergeur que ça se passe. Donc, souvent, comme le dit Patrick, c'est transparent si ton infogérant a bien fait le boulot. Voilà, et si tu reçois un mail de plein de gens qui veulent te faire flipper en mode attention, si tu passes pas en HTTP2, ton site va s'écrouler, c'est juste un mec qui essaye de t'arnaquer, donc tu l'insultes et tu passes à autre chose. Voilà. C'est un bon résumé. Quand même, voilà. Comment on insulte déjà? Vous me direz après, vous m'expliquez. Ok, allez, on enchaîne. Baptiste, toi, tu voulais nous parler de publicité, je crois. Ouais, un petit peu de publicité. En fait, en tant qu'éditeur, on est souvent en contact avec des account managers
d'une plateforme de l'autre. Et en discutant justement cette semaine, il y a eu une discussion super intéressante qui est ressortie. C'est justement la fluctuation en fait des ads, du prix des ads, de la rémunération en tant qu'éditeur ou même en fait des investissements côté annonceur qui depuis le début de la crise du Covid sont un peu indexés sur les lockdowns, sur les confinements et compagnie. Toujours pareil en fonction du pays parce que les comportements sont pas forcément les mêmes. Par exemple, aux États-Unis, pendant les confinements, ils ont envoyé du lourd, ne serait-ce qu'au cas où pour la reprise, quoi, préparer la reprise. Alors qu'ici, on a plus fermé les robinets et attendu que ça reparte. Et donc, en fait, le marché est un petit peu en dents de scie, sachant que voilà, les éditeurs sont les éditeurs de sites qui mettent à disposition leurs espaces publicitaires sont tributaires de tout ça aussi sur les rémunérations. Et là, maintenant, il y a un petit phénomène qui est en train d'arriver depuis les annonces de fin d'année, en fait. C'est l'indexation un petit peu des dépenses en ads et du coût des ads aussi, en fonction de la rapidité à laquelle on se vaccine dans le pays. Parce que ça sous-entend que c'est un indice de reprise derrière potentiel de business plus rapide. Et donc, en fait, c'est un indice de confiance aussi pour tout ce qui est annonceur, etc. Et donc, résultat des courses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de par le fameux débat qu'il y a autour de la vaccination, etc., surtout en France, et la lenteur à mettre en place, mais il s'avère qu'en tant qu'éditeur, on est en train de payer un petit peu cette lenteur-là, perdre au niveau des revenus, dans la mesure où les annonceurs encore restent timides, surtout qu'on a la menace d'un potentiel reconfinement si les choses vont plus mal. Alors qu'en parallèle, dans les pays qui ont géré ça de façon plus expéditive, en masse, etc., et notamment par exemple l'Inde dont on se sert souvent comme exemple, qui traîne, etc., sur plein de choses, là en l'occurrence, justement, eux repartent à la hausse plus rapidement que nous, parce que plus de vaccination et puis d'autres façons de faire. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que ça crée un double débat. Le débat sur justement la vaccination. Alors on est pour, on est contre, ça m'est égal, mais c'est surtout qu'il y a déjà ça qui ralentit un petit peu les choses en France. Et en plus, voilà, côté façon de faire du biz, ça impacte aussi fort que le Covid. Donc je trouvais ça super intéressant cette semaine. Et ça vaut le coup, il y a un outil Ezoic propose un outil Ezoic Trends, je crois que ça s'appelle. Je rajouterai le lien, qui permet de suivre justement un petit peu les évolutions. C'est marrant, on voit des tendances en fonction des annonces dans les pays et des reconfinements, etc., etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant un petit peu pour tout le monde, aussi bien les annonceurs que les éditeurs. Ça permet de voir les choses un peu différemment. Toi, en tant qu'éditeur, c'est des choses que tu as ressenti un petit peu, toi, de ton côté, ou vraiment Ouais. tu l'as... Ouais. Ça, c'est mauvais, là, en ce moment. On a eu une fin d'année un petit peu bizarre au niveau des rémunérations. Depuis le début de l'année, ça a chuté sévère parce que justement, il n'y a plus les fêtes et de toute façon, les annonceurs envoyaient moins un petit peu à côté. Mais même en fait, on se rend compte que pour le flux normal, sans perte de trafic, même et avec des sessions comparables en temps, on perd vraiment. Donc ça, Ok. plus en fin d'année, etc., ça fait beaucoup. David, c'est des choses que toi, tu as constatées aussi? Moi, en fait, j'ai l'impression que c'est justement, je voulais l'avis d'Abdel peut-être parce que lui, il est plus habitué. J'ai l'impression que c'est saisonnier tous les ans et l'idée, elle m'intéresse beaucoup, mais je me demande si c'est pas juste, quand il n'y a pas forcément de causalité, quand tu as des corrélations. Donc, je suis pas sûr que le Covid soit directement la cause ou la vaccination de ces choses-là. En général, il y a des budgets de fin d'année qui sont dépensés. Il y en a, je ne sais pas si ce n'est pas justement la saisonnalité qui est normale ou il y a des mois où il ne se passe pas grand-chose. Mais moi, je ne suis pas acheteur. Là, du coup, j'ai compris qu'il faudrait acheter. Mais comme je n'achète pas de ads en ce moment, j'ai l'impression que c'est que c'est plus un hasard qu'une causalité. Mais en tout cas, c'est intéressant. Mais il y a la saisonnalité, mais en fait, c'est surtout la hauteur à laquelle ça reprend ou à la hauteur à laquelle ça se freine, qui est justement un peu plus marquée que d'habitude et qui en plus suit des cycles qui sont à la hauteur de ce qui se passe un petit peu dans chaque pays. Donc après, ça va valoir le coup pour les cracks en métier d'avoir un retour. En fait, il y a un point important là-dedans, c'est que ce qu'on oublie, c'est déjà le fait qu'il y a une logique de budget. Donc, en général, les plus gros annonceurs, il y a une logique de budget qui est en général commence là. Nous, on est déjà, par exemple, en train de faire cette étape-là de préparation du budget 2021 et de se dire,
Février, en général, mars, avril, c'est vraiment les 3 mois où on est à fond sur le budget pour clôturer tout le reste, pour préparer justement la fin de l'année prochaine. Mais le plus important, c'est aussi qu'il y a une logique versus finalement la disponibilité produit et le fait que nous, on est énormément acheté pendant le Black Friday, on est énormément acheté pendant la période où justement on était post-Black Friday et avant Noël. Et du coup, ces budgets-là, qui d'habitude sont un peu plus lissés sur le mois de janvier, on se retrouve avec finalement un budget négatif en janvier parce qu'on a dépensé plus en décembre. Il y a eu forcément des conversions qui ont fait que. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a le nouvel an chinois qui arrive. Et qui dit nouvel an chinois qui arrive, dit que quand on est e-commerçant et qu'on a tendance à stocker, on commence déjà à mobiliser, on va dire, un certain nombre de trésoreries parce qu'on a grosso modo 45 à 60 jours de livraison quand on board ou ce genre ou en tout cas d'expédition par bateau ou frais de train ou ce genre de choses. Donc tout ça, ça se prépare. C'est forcément beaucoup de trésor parce que ça sous-entend que pendant le nouvel an chinois, il va se passer à peu près 3 semaines, 4 semaines de freeze. Et ça impacte fortement aussi l'achat date parce que tout est corrélé, quoi. Donc, pour moi, la tendance, elle est totalement logique, surtout là avec, on va dire que l'effet Covid a encore plus ancré, entre guillemets, cet effet de chute totale des ads. Mais ça se ressent partout, hein. Moi, j'ai vu les ventes versus N-1 ou N-2 post-Noël. Clairement, on était en deçà de ce qu'on faisait d'habitude, ce qui est normal, hein. Donc, mais je pense que ça va reprendre très fort. Ok. Bon, on va rester sur ce dernier mot positif, en espérant en effet que tout reprenne très fort et pour le mieux pour nous tous. Allez, on repart sur un truc un petit peu plus, j'allais dire léger, mais non, pas du tout léger. Je voulais parler des malheurs de Donald. Alors Abdel, peut-être, si tu veux nous redire un petit mot là-dessus. Ouais, moi qui suis beaucoup l'actualité Shopify notamment parce que je suis énormément sur cette plateforme. Je regardais un peu de l'actualité de Donald. Je me suis rendu compte que il a été quand même bloqué sur Twitter. Tout le monde a suivi Instagram, Facebook, Snapchat en premier. Et en fait, je me suis rendu YouTube, je crois aussi. Hein, je crois que sa chaîne a sauté aussi, la chaîne YouTube. Ouais. Et, tout le monde a fait un gros blocus sur grosso modo la manière, on va dire, de communiquer de Donald. Après, plus ce qu'il peut dire, ça le regarde et je pense qu'on n'est pas là aussi pour prendre parti. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est arrivé quand même au stade où Shopify, qui est une entreprise canadienne, qui sont quand même voisins, donc il y a quand même un côté patriotique qui est commun, ont fermé les boutiques officielles de Donald. Et donc, il y avait la fameuse... On ne peut plus acheter de casquette, alors. Ouais, la fameuse Make America Great Again, on l'a acheté sur la boutique officielle. Et puis, ils se sont dit, bon, tant qu'à faire, on ferme aussi la boutique de la campagne parce que forcément, elle ne sera jamais réélue. Et puis, voilà, donc les deux boutiques ont sauté. Et ce qui arrive quand même assez rarement de la part de Shopify, hormis quand on est sur des secteurs type dropshipping ou qui a de la contrefaçon, ce genre de choses. Et là, j'ai ressenti vraiment finalement l'impact aussi de cette boîte-là sur aussi, on va dire, je pense, de l'image de marque qu'a Shopify. Donc, c'était forcément la suite logique, quoi. Après, c'est un peu typique aussi de la politique américaine et des Américains de manière générale. Moi qui travaille beaucoup avec la côte est des États-Unis, c'est toujours très binaire, hein. Donc quand tout va bien, et puis quand ça commence à aller très mal, ça va très mal jusqu'au bout. Donc les réactions, il fallait forcément s'attendre à des réactions en chaîne et forcément des fermetures massives. Alors censure, pas censure, bien entendu, on n'est pas là pour en débattre, mais ça je pense que ça va aller très loin que ça. La ville de New York, par exemple, a annoncé hier supprimer l'intégralité des contrats commerciaux avec les sociétés de Donald Trump. C'est vrai, par exemple, que toute la partie du sport de la ville de New York, entre autres la patinoire, etc., le Madison et compagnie, eh bien, tout a été annulé, en fait, immédiatement. Donc, ça va bien plus loin que
que entre guillemets, une forme de censure virtuelle. On est vraiment dans une sanction économique dure et durable, en l'occurrence, en sachant qu'il y a de fortes probabilités pour que Donald aille faire un petit tour derrière les barreaux. Enfin, c'est en tout cas aujourd'hui ce que recherche la grande majorité des Américains. Ok. Bah, Stéphane, je vais te laisser la main. Je vais une nouvelle fois te remercier d'être parmi nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es, on parlait notamment avant de Jeux paralympiques, hein, puisque tu es un de nos athlètes français. Et toi, tu voulais aujourd'hui faire un petit focus sur une nouvelle école de développement. Oui, bah, en cherchant dans les tréfonds du web je suis tombé sur une école qui s'appelle En Digital, qui est issue d'une volonté donc du Conseil régional de Maine-Rhône-Alpes et puis d'un certain nombre de sociétés comme Visiative et j'en passe. Le principe est assez simple, c'est donc une école qui propose une formation diplômante, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour des développeurs full stack. Donc voilà, plutôt la très très bonne nouvelle en soi. Orienté handicap. Alors orienté handicap, c'est très bien parce que on le sait aujourd'hui que dans la population française, c'est 12 millions de personnes. Sur ces 12 millions de personnes, on a un taux de chômage qui est 2 fois supérieur aux personnes sans handicap. Donc, si on peut professionnaliser ces personnes handicapées, c'est tant mieux. Moi, je m'en réjouis parce que c'est pas parce qu'on a non pas un corps qu'on ne peut pas avoir un esprit qui fonctionne correctement. Et je pense que ces corps de métier, plus particulièrement, vont plutôt bien s'y prêter. J'ai vu aussi qu'ils accueillaient des personnes à haut potentiel. Ce qu'on va appeler communément des personnes surdouées. Et là aussi, je pense que ça va être très prometteur. Donc, l'école propose 600 heures de formation théorique, plus 280 heures de formation pratique. De ce que j'ai pu lire, apparemment, c'est une quarantaine d'élèves sur 3 sites, Chambéry, Grenoble et Lyon. Donc voilà, c'est bien. En plus, c'est dans la région, donc ça fait un peu de bien. Et puis, j'espère que ça va aussi faire des petits un petit peu ailleurs. Parce que je pense que ça va créer des emplois. Enfin, c'est en tout cas ce qu'ils expliquent, c'est ce qu'ils revendiquent. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ok, top. Et donc, si les surdoués rejoignent le monde du SEO, ça va nous changer. Hein. Ouais, elle était facile celle-là. Ça va équilibrer, quoi. Pardon, est-ce que tu disais, Abdel? Tu dis ça va équilibrer. C'est ça. On va retrouver une moyenne à peu près acceptable. Ok, merci Stéphane. Peut-être si tu as d'autres choses ou si tu. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de t'avoir avec nous. Je vais essayer de vous apporter tout ce que je peux en termes de compétences autour du handicap, plus particulièrement des personnes mobilité réduite, parce que il y a tout un nouveau monde qui commence à s'ouvrir. Et puis voilà, j'ai plein d'idées qui arrivent. Je vais vous parler de VR, je vais vous parler de robotique, je vais vous parler de plein de choses. Mais voilà, je vais pas vous spoiler à l'avance parce qu'il y a plein de choses très intéressantes. Et tout ça se passe aussi par l'intermédiaire du web. Je vais aussi beaucoup vous parler d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, puisque en ce moment, ça bouge beaucoup avec le handicap et le monde virtuel. Ok, génial. Tu nous donnes l'eau à la bouche et ça nous donne vraiment envie de nous abonner à la chaîne. Alors, on continue. Allez, on parle un petit peu des gros pure players. Amazon, Cdiscount. Abdel, tu as vu passer des petites infos croustillantes cette semaine. Ouais, il y a eu Amazon là qui continue finalement à profiter un peu aussi du Covid ou en tout cas ils placent leur pion comme il faut. Ils ont consolidé l'offre Prime en achetant 11 avions. Donc, ils avaient déjà une sacrée flotte Amazon parce que on parle de plus de 80 avions pour Prime Air sur le monde entier. Là, la différence, c'est qu'ils ont acheté cash et on n'est plus sur un mode leasing classique qu'Amazon utilisait pour faire effet de levier et justement proposer du coup un service plus rapide. Et l'idée là, c'était justement de faire un focus aussi sur l'Europe parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont une correspondance aéroportuaire à Leipzig en Allemagne. Et là, l'idée, c'est aussi de venir concentrer un peu plus renforcer un peu plus cette correspondance qu'ils ont pour encore plus délivrer rapidement et dans la suite logique. Donc ça, c'était pour la partie Amazon Prime Air. Et ils ont enfin eu leur permis de construire en Bretagne, dans le Finistère. Donc, c'est une petite bourgade là qui s'appelle Briec. Et en fait, le maire s'était quand même
C'était pas exprimé en fait sur le dépôt du permis de construire. Bon, bah, forcément, vu qu'il n'y a pas eu de réponse, c'est un oui d'office au bout d'un certain temps quand on dépose un permis de construire. L'avantage, c'est que ça va créer des emplois, donc ça, c'est quand même une bonne chose, on va dire, pour la région. Et surtout, ça va concentrer, on va dire, une certaine force de frappe pour Amazon, mais parce qu'ils sont déjà pas loin du port de Brest. Donc, pour tous les arrivées bateaux, c'est quand même assez costaud d'avoir un entrepôt Amazon à moins de 2 heures. Et du coup, c'est un peu la suite logique à ce que Alibaba avait commencé à faire sur la région parisienne pour commencer à créer des entrepôts et des warehouses qui étaient dédiés à la France et à l'Europe. Là, on est dans la même logique d'Amazon de toujours s'expandre, mais là, il y a vraiment une logique de fret de bateau qui est plus accentuée parce que justement, ils ont choisi ce point stratégique. Et il y avait aussi une logique d'être moins dépendant un peu d'UPS, parce qu'actuellement, c'est principalement UPS qui s'occupe de nous, vendeurs Amazon FBA ou de la plupart ce qu'on appelle Amazon Vendors. Donc, c'est un deuxième programme de vente Amazon où on est fournisseur d'Amazon et on n'est pas juste revendeur sur la plateforme. Et là, on est dans cette suite logique. Donc, ils continuent. Ces discounts, eux, ils s'arrêtent pas. Ils sont toujours dans cette voie d'optimisation de la plateforme. Je vois qu'ils ont fait énormément de travail de R&D. Là, ils testent en ce moment, mais du coup, avec un partenaire, la vente, en fait, donc c'est un partenaire qui s'appelle Arval France. Ils testent, en fait, la vente de véhicules d'occasion. Donc, je ne vais pas dire que c'est le bon coin, mais ils ont ouvert une catégorie où ils vendent des véhicules d'occasion. Donc, ils sont Arval les aide sur cette partie-là pour leur apporter en fait les annonces. Et alors, je sais pas comment ils ont implémenté ça. Franchement, j'ai pas eu l'envers du décor. Mais en tout cas, c'est aussi une feature qu'Amazon a déjà mis en prod depuis un peu plus d'1 an et demi aux États-Unis. Donc, on est dans cette suite logique finalement de la course à qui va faire les nouvelles features sur les marketplaces. Et puis sachant que on est quand même sur un des plus gros poids lourds français, c'était aussi logique. Maintenant, à voir ce que ça va devenir, à voir aussi en termes de SEO finalement quelle est la viabilité de la chose. Voilà, l'avenir nous le dira. On le voit, alors, il y a ces discounts en effet qui se lancent là-dessus, mais c'est pas les seuls. On voit vraiment l'impact que prend aujourd'hui la vente en ligne sur le marché de l'automobile. C'est pas forcément quelque chose qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques années. Donc comme quoi, petit à petit, tout se vend en ligne et a priori les concessions physiques classiques vont elles aussi devoir se réinventer, comme ça a été le cas dans d'autres marchés. Il y a cette logique-là. Après, il y a aussi des acteurs émergents sur ce marché qui font uniquement ce qu'ils appellent du social selling, c'est-à-dire s'appuyer sur un gros réseau d'influenceurs pour mettre en avant des véhicules dans leur showroom ou pour présenter des véhicules. Donc, ça peut être du véhicule d'habitude. Alors, au début de cette tendance, c'était des véhicules plus d'exception. Maintenant, plus on va, maintenant, on se rapproche du véhicule lambda de Monsieur Tout-le-Monde. Et ça se traduit réellement cette volonté d'être encore plus présent sur les réseaux parce que forcément, qui dit moins de fréquentation dit que les vendeurs, au bout d'un moment, il faudrait les occuper à autre chose. Là, on est dans cette suite logique, quoi. Donc, il y a une évolution du marché. Il y a aussi des acteurs qui en profitent. Moi, je vois beaucoup d'acteurs émergents qui proposent justement des services qu'on voyait uniquement en concession. Arriver, par exemple, soit sur le parking de la boîte où on travaille ou devant chez nous, ce genre de choses, pour typiquement laver sa voiture, réparer une jante ou tout autre service qui pourrait être fait à la base en garage. Voilà. Okay. Ouais, je crois que c'est Citroën aussi qui commercialise un de ses derniers véhicules électriques par le biais d'Arty Fnac, de mémoire, avec une vente en ligne uniquement et un showroom dans les magasins. Ouais, la fameuse amie, ouais. La fameuse amie. Mais là, ils ont eu un petit bad buzz, là, Ami. Ils se sont permis un petit passage sur l'émission d'M6 où les gens se plaignaient effectivement des délais d'approvisionnement qui étaient importants. Mais ouais, c'est un nouveau modèle. J'ai vu aussi que Tesla commençait à y réfléchir assez fermement.
Exam aussi, le véhicule sans permis qui a littéralement explosé cette année. C'est impressionnant les chiffres d'Exam cette année. Commence aussi à réfléchir à vendre en ligne, donc plutôt une bonne nouvelle. Et puis moi, dans tous les véhicules que je peux trouver au niveau handicap, en fait, les gens n'achètent pratiquement plus qu'en ligne en fait. Et je vois Zoomcar par exemple qui arrive au plein but là. Il commence à vraiment prendre une place importante et bon, c'est des segmentations qui sont intéressantes à réfléchir quand même. Ok. Allez David, tu voulais pour finir nous parler un petit peu du grand show du digital, du numérique et tout ça à Las Vegas, le CES de Las Vegas. Alors je te laisse finir là-dessus. Juste en 2 mots, comme on a été un peu long aujourd'hui, c'est tous les ans, c'est l'événement, je ne sais pas si vous regardez dans tous les médias dont on parle énormément à Las Vegas avec les innovations incroyables. Et les Français sont très connus parce qu'on est le pays qui envoie le plus de start-up et selon la communication de la French Tech, le monde entier nous regarde. Et en fait, si on regarde l'année d'après, parce que moi, ça fait 15 ans que je suis ça, les startups en question, c'est juste de la com, personne n'en a parlé l'année d'après, c'est vraiment que du bidon. Et il y a une belle boîte du secteur des noms de domaine qui est un gros acteur qui y est aussi. Et en fait, ça m'a intéressé parce qu'ils sont sur la blockchain et ça vous rappelle peut-être quelque chose, des gens qui vendent des noms de domaine avec la blockchain. Je pense qu'il y en a ici qui se rappelleront d'une histoire qui est assez mal tournée avec Udot, Dom Raider. Et là, ils font pareil, mais c'est juste de la com parce qu'en fait, c'est pour aller là-bas, simplement, il faut s'inscrire, il faut payer et puis c'est le grand marché de la communication. Donc cette année, ce qui est bien, c'est que comme c'est complètement online, les journalistes, ils ne sont pas allés à Las Vegas. Et en fait, c'est ça qui les intéressait le plus, tu vois, c'est de faire du tourisme, profiter, parce que c'est vraiment une grande foire, mais avec très, très peu de contenu. Cette année, on en parle un peu moins, et tant mieux, parce que je trouve que c'est un peu bidon. Mais je ne sais pas si d'autres personnes ont… le vrai spécialiste des États-Unis, je pense que c'est Stéphane, encore une fois, même lui, c'est plutôt New York, hein, je ne crois pas Las Vegas. Mais voilà, pour moi, c'est un événement… qui montre bien que les Américains sont très forts en marketing, très forts en communication, mais en réalité, nos boîtes françaises sont meilleures. C'est ça qui est bizarre. Je vois en SEO, par exemple, les SEO français, ils ne sont pas connus, mais ils sont super forts. Le Clairement. de Wix, Clairement. c'est les Français qui ont gagné. Le concours, enfin, on est bon, mais pas en com. Et les Américains, eux, ils sont très forts dans ça. 30 000 Français sur la ville de New York, sur 8 millions d'habitants. 30 000 Français. Et aujourd'hui, tous les gros communicants de manière générale sont français sur New York et ils sont très recherchés, il n'y a pas photo. Bon, après, la différence près, c'est qu'ils mettent des gros salaires qui vont en face et forcément, ça attire. Il n'y a pas photo. Ok. Bon, comme tu l'as dit, David, on était un petit peu long aujourd'hui, donc on va peut-être conclure là-dessus sur cette partie américaine et ce côté marketing, etc., qu'on doit certainement améliorer de ce côté européen. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actus avec ces différents intervenants et d'autres. N'hésitez pas à vous inscrire aux différents événements ici dont on vous a parlé au début. Merci à tous les 5 et puis bonne semaine à tous.